Le président du Sénat congolais, Jean-Michel Sama-Lukonde, a porté la voix de la République démocratique du Congo ce samedi à la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Devant 400 parlementaires de 57 pays, il a articulé son intervention autour de l'urgence climatique et de la guerre dans l'Est. La République démocratique du Congo, pays solution pour le climat, reprenant la maxime du président Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Michel Sama-Lukonde l'a érigé en doctrine. Argument à l'appui, le bassin du Congo, deuxième poumon forestier du monde, une biodiversité exceptionnelle et le projet couloir vert Kivu-Kinshasa de plus de 500 000 km² au bénéfice de l'humanité. Est-ce alors que le pays est depuis 30 ans victime d'agressions de ses voisins? Combien de morts nous faudra-t-il encore compter? L'engagement de nos États n'est pas à la hauteur, a-t-il déploré. Le thème de notre débat commun portant sur le climat et la solidarité tombe à point nommé. De prime abord, je dois affirmer l'évidence de l'impact et des méfaits du changement climatique qui affecte notre planète, notamment les dérèglements climatiques, les inondations, la canicule, la désertification et tant d'autres. Combien de morts nous faudra-t-il encore compter? Malgré cela, l'engagement de nos États en termes de contribution à la lutte contre ce fléau qui menace notre humanité n'est pas à la hauteur de l'ampleur des conséquences que le monde subit. Pour sa part, la République démocratique du Congo s'affirme naturellement comme un véritable pays solution face aux défis du changement climatique. Grâce à l'immensité de ses forêts tropicales, à la richesse exceptionnelle de sa biodiversité et son immense potentiel en énergie propre, elle apporte une contribution déterminante à la préservation des équilibres mondiaux et constitue un acteur incontournable de la transition écologique de la planète. Point d'orgue du discours, la dénonciation de l'impact de la guerre sur l'environnement. Le président du Sénat a fustigé l'agression injuste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers ce supplétif du M23 AFC. Le bilan est sombre, mort d'hommes, déplacements, viols, destruction de la faune, de la flore et pollution des eaux et de la biodiversité. On ne peut pas prétendre assurer un équilibre climatique tant que par la guerre on pille et on détruit massivement les ressources naturelles, a-t-il martelé. À cet égard, je tiens à attirer votre attention sur l'impérieuse nécessité d'un accompagnement à relever les défis sécuritaires que mon pays rencontre dans le soutien des accords de paix, notamment signés à Washington, pour le respect de ceux-ci. En ce qui concerne le climat, il s'agit de développer une solidarité francophone forte et sincère envers les pays contributeurs à la lutte contre le changement climatique, afin que leur population particulièrement celles qui vivent dans des forêts, bénéficient en contrepartie d'une compensation juste et équitable. Il y a plusieurs engagements pris par les pays pollueurs quant à ceux. Il est temps de les respecter et de les matérialiser. Pensons à laisser un monde plus sain et plus propre à nos jeunes et aux générations futures. Jean-Michel Sama-Lukonde a appelé la francophonie à un accompagnement concret et au respect des accords de paix de Washington. Il a plaidé pour une solidarité francophone forte avec compensation équitable pour les populations riveraines de forêt. Il a également annoncé le soutien de la République démocratique du Congo à la candidature de Madame Juliana Lumumba à la tête de la francophonie. À retenir, la 52e session de l'APF est prévue à Luxembourg du 5 au 9 juin 2027. Le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a lancé ce lundi 13 juillet au centre financier de Kinshasa le conférence de performance consacrée à l'élaboration du projet de loi des finances pour l'exercice 2027. Cette édition réunit 43 ministres sectoriels contre 21 lors de l'exercice précédent, marquant une montée en puissance du processus de préparation budgétaire. Elle est présentée
présenté comme la dernière étape avant l'entrée en vigueur du budget programme, prévu le 1er janvier 2028. L'objectif de ces assises est de renforcer les maquettes programmatiques des administrations publiques afin de mieux préparer la transition vers un budget axé sur le résultat. Les travaux bénéficient de l'appui technique d'Afritac Centre et du Fonds monétaire international. Selon le ministre, les grandes réformes de l'État ne se décrètent pas. Elles se construisent avec méthode, rigueur et persévérance. Ces rendez-vous annuels est désormais inscrit parmi les étapes majeures de notre calendrier budgétaire. Il constitue un cadre privilégié de dialogue, d'évaluation, d'apprentissage collectif et de consolidation de la réforme des finances publiques engagée sous l'impulsion de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il traduit également la ferme volonté du gouvernement, conduit par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, première ministre chef du gouvernement, de renforcer la gestion axée sur les résultats, d'améliorer l'efficacité de la dépense publique, de promouvoir la transparence et d'ancrer durablement une véritable culture de performance au sein de l'administration publique. La réussite du budget programme dépendra moins de la qualité des textes que de notre volonté collective de mettre effectivement en œuvre la dite réforme. Je suis convaincu que les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui permettront de consolider les fondements d'une administration moderne, performante, responsable et pleinement tournée vers les résultats. Il faut noter que les conférences de performance se poursuivront jusqu'au 23 juillet avec la participation des différentes administrations concernées. La Cour de cassation a renvoyé ce lundi l'audience consacrée à l'examen du dossier présumé des détournements du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation de victimes des activités armées de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Parmi les présumés figure l'ancien président de la justice Constant Mutamba, poursuivi pour tentative présumée des détournements. Arrivé au palais de justice à bord d'une ambulance et accompagné du personnel médical, il s'est présenté devant la cour aux côtés du coordonnateur intérimaire du Frivao. Très attendu par les victimes des conflits de Kisangani, cette audience devait permettre d'entamer l'examen du dossier. Mais, dès l'ouverture du débat, la défense a soulevé plusieurs irrégularités de procédure, affirmant n'avoir jamais eu accès au dossier ni récit des notifications nécessaires pour préparer la défense. Je suis venu, Monsieur le Président, pour plutôt répondre au rendez-vous de mon destin. Je suis là parce que, j'ai appris par mes médecins qu'un document circulait sur les réseaux sociaux. Et donc, je ne suis pas, en réalité, en mesure de répondre aux questions sur les faits pour lesquels je n'ai jamais pénétré. Et d'ailleurs, lorsque nous entrerons dans l'instruction, Monsieur le Président, vous vous rendrez compte que je ne connais même pas ce dossier. Les avocats de l'ancien garde des Sceaux ont également dénoncé des manquements procéduraux. Selon eux, leur client n'a jamais été attendu par les parquets avant son renvoi devant la cour, contrairement aux exigences de la procédure pénale. Nous n'avons jamais été notifiés de cet exploit-là. Constant Mutamba, s'il a comparu, c'est parce qu'il avait appris comme tout le monde par la voie des réseaux sociaux qu'il y a un dossier contre lui ici, raison pour laquelle il est venu comparaître. Constant Mutamba n'a jamais été auditionné par les parquets, puisque comme vous le savez, les dossiers venaient directement du parquet. Les dossiers venaient directement du parquet et les lois de la République obligent le parquet de convoquer la personne visée et de l'interroger, c'est-à-dire de la verbaliser, de verbaliser la personne.
Ce qui n'a pas été fait, nous avons soulevé ces irrégularités. Il faut noter que la défense a sollicité un délai de 30 jours avant de prendre connaissance des pièces du dossier et de préparer sa stratégie. Une demande que la Cour n'a pas retenue. Après lecture de l'acte d'accusation, le président de la formation des jugements a renvoyé l'affaire au 27 juillet prochain, date à laquelle les débats devraient se poursuivre. Les opérations humanitaires dans les zones touchées par les conflits dans l'Est de la RDC ont été au menu d'un entretien entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières et le représentant du Comité international de la Croix-Rouge. Au cours de cet entretien, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani et François Morellon ont passé en revue les questions opérationnelles en cours dans la partie orientale du pays. François Morellon a officiellement présenté à son interlocuteur l'équipe qui va assurer le suivi des décisions prises en collaboration avec les gouvernements congolais pour un impact positif sur les terrains. Cela fait plus de 3 ans que je travaille à la tête du Comité international Croix-Rouge en charge de la RDC basée à Kinshasa et donc je suis venu à la fois remercier les autorités pour leur franche collaboration dans nos activités mais également discuter de certaines questions opérationnelles sur lesquelles nous travaillons actuellement à l'est de la RDC. C'était donc un entretien très productif et je laisse la suite de ces responsabilités à mes collègues qui assureront le suivi des décisions qui ont été prises aujourd'hui. Dans la même optique, le représentant résident du Comité international de la Croix-Rouge arrive fin mandat à remercier le patron de la territoriale pour l'accompagnement des autorités dans l'accomplissement de sa mission. Le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Adolfo Mosito, a lancé ce lundi 13 juillet au centre financier de Kinshasa la conférence de performance consacrée à l'élaboration du projet de loi des finances pour l'exercice 2027. Cette édition réunit 43 ministres sectoriels contre 21 lors de l'exercice précédent, marquant une montée en puissance du processus de préparation budgétaire. Elle est présentée comme la dernière étape avant l'entrée en vigueur du budget programme, prévu le 1er janvier 2028. L'objectif de ces assises est de renforcer les maquettes programmatiques des administrations publiques afin de mieux préparer la transition vers un budget axé sur le résultat. Les travaux bénéficient de l'appui technique d'Afritac Centre et du Fonds monétaire international. Selon le ministre, le grand réformes de l'État ne se décrètent pas. Elles se construisent avec méthode, rigueur et persévérance. Ces rendez-vous annuels est désormais inscrit parmi les étapes majeures de notre calendrier budgétaire. Il constitue un cadre privilégié de dialogue, d'évaluation, d'apprentissage collectif et de consolidation de la réforme des finances publiques engagée sous l'impulsion de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il traduit également la ferme volonté du gouvernement, conduit par son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, première ministre chef du gouvernement, de renforcer la gestion axée sur les résultats, d'améliorer l'efficacité de la dépense publique, de promouvoir la transparence et d'ancrer durablement une véritable culture de performance au sein de l'administration publique. La réussite du budget programme dépendra moins de la qualité des textes que de notre volonté collective de mettre effectivement en œuvre la dite réforme. Je suis convaincu que les travaux qui s'ouvrent aujourd'hui permettront de consolider les fondements d'une administration moderne, performante, responsable et pleinement tournée vers les résultats. Il faut noter que les conférences de performance se poursuivront jusqu'au 23 juillet avec la participation des différentes administrations concernées.
Le ministre de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, à la tête d'une délégation congolaise, a été reçu ce lundi à la ferme présidentielle de Kisozi, située à environ 150 km de Kampala, par le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Porteur d'un message spécial du président de la République, Félix Tshisekedi, le ministre Floribert Anzuluni a salué l'engagement du président Museveni en faveur du rétablissement de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, qui fait face à l'agression de l'armée rwandaise à travers leur supplétif de M23 AFC. De son côté, le président Yoweri Museveni a insisté sur l'importance de la paix et de la stabilité régionale qu'il considère comme des conditions indispensables à la prospérité des peuples de la région. Il a en outre réitéré la volonté de l'Ouganda de poursuivre sa coopération avec la République démocratique du Congo ainsi qu'avec les partenaires régionaux afin de faire face aux défis sécuritaires persistants dans l'est du pays. Avec le gouverneur, mais aussi avec toute l'équipe du secteur de la santé, en commençant par le secrétaire général de la santé, l'inspecteur général de la santé, l'incident manager. Nous sommes ici donc pour pouvoir répondre très rapidement aux premiers cas de la maladie à virus Ebola qui sont arrivés à Kisangani. Je voudrais que la population retienne d'abord que les 4 cas que nous avons sont des cas importés, qui sont tous venus de l'Ituri. Mais n'empêche, étant donné qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Kisangani, pris en charge dans la ville de Kisangani, nous considérons que la ville de Kisangani est touchée. Et donc, autant ce sont des cas importés, autant la surveillance de tous les contacts qui ont pu rencontrer ces cas doivent être suivis. C'est pour cela que nous sommes ici, pour monter toute la riposte, avec tous les différents piliers de la riposte, de telle sorte qu'on puisse rapidement contrôler la situation. L'idée ici, c'est de demander à la population de contribuer à cet arrêt de la propagation de la maladie, notamment en signalant tous les cas symptomatiques. Les personnes qui présentent de la fièvre doivent aller dans les centres de santé. Tous les médecins, tous les centres de santé sont informés que tous les cas doivent être signalés pour investigation. Et c'est l'équipe de la riposte qui verra si oui ou non on va faire le prélèvement. Mais nous sommes ici surtout pour mobiliser toute la communauté, parce que la riposte doit être prise en charge par la communauté elle-même. L'interconnexion des provinces par des infrastructures modernes constitue l'une des priorités du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cette vision, axée sur le renforcement de l'unité nationale et l'amélioration de la mobilité à travers le pays, se concrétise progressivement sur le terrain. Dans cette dynamique, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banza, a achevé la première phase de sa caravane d'inspection à travers 10 provinces. Cette mission l'a conduit successivement à Kinshasa, dans le Kwango, le Kwilu, le Kasaï central, le Kasaï oriental, la Lomami, le Olomami, le Lualaba et le Okatanga. John Banza revient ici sur l'inspection. Je suis très soulagé après avoir fait cette première caravane des infrastructures. Nous avons quitté Kinshasa. Il était impensable de réaliser qu'on puisse relier Kinshasa à Lubumbashi et à Kasumbalesa, le corridor de Banana-Kasumbalesa. Nous voici aujourd'hui arrivés à Lubumbashi. Et ceci est un signe que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de travailler sur la modernisation effective de nos infrastructures. Sur le 3300 km qui relie Banana à Kasumbalesa, il y a à peine 300 km qui posent problème. Et nous avons vécu, c'est pas quelque chose qui nous a été rapporté, nous avons vécu ça aux côtés de nos populations à travers les 10 provinces que nous avons traversées. Il faut souligner que la tournée s'est achevée dans la province du Haut-Katanga, où le ministre a inspecté les travaux de construction du nouveau palais de la justice. Ce projet illustre la volonté du gouvernement de moderniser les infrastructures publiques et de renforcer les capacités des institutions à travers le pays.
Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a pris part à la cérémonie officielle de clôture des travaux préparatoires de la 24e Assemblée générale de la Commission spéciale des coopérations Kinshasa-Brazzaville. La cérémonie s'est tenue à l'hôtel de ville de Brazzaville, capitale de la République du Congo, où il est intervenu en sa qualité de vice-président de cette instance de coopération bilatérale. Durant 3 jours, les experts de la COSPECO, réunis sous la présidence de Dieudonné Batisimba, maire de Brazzaville, et du gouverneur Daniel Bumba-Lubaki, ont examiné le principal dossier inscrit à l'ordre du jour en prélude à cette importante assemblée générale. Les échanges ont notamment porté sur la mise en place du nouveau bureau exécutif de la COSPECO, Pôle Kinshasa, le réaménagement de la composition des différentes sous-commissions, l'actualisation du règlement intérieur, ainsi que l'examen du budget couvrant la période 2026-2028. Face à la presse, l'autorité urbaine a souligné que ces assises marquent une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre les 2 capitales congolaises. C'était une très belle expérience dans le cadre de ce grande plateforme que la COPESCO, que justement ce grand mécanisme est mis en place pour rapprocher davantage la coopération entre la ville de Kinshasa et la ville de Brazzaville. Alors il était question en préparatif de l'Assemblée générale qui se tiendra prochainement, que nous puissions harmoniser les grandes thématiques qui seront développées. Et en marge de cela, nous avons eu aussi à observer tout ce grand travail qui s'est fait dans le cadre de la résiliation urbaine, ce développement urbain qui s'est vu à Brazzaville. Et nous profitons de l'occasion pour dire un hommage appuyé et mérité au président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, pour ses efforts qui est implémenté justement aussi par la mairie de Brazzaville, représentée ici par M. Dieudonné Batisimba. Donc c'est un grand élan et nous pensons que par cette dynamique, la grande coopération va favoriser non seulement la croissance de nos 2 villes, mais également le rapprochement culturel qui est une histoire légendaire de ce même peuple. Par ailleurs, les travaux ont accordé une attention particulière à l'organisation des activités prévues en marge de la célébration des capitales africaines de la culture 2026-2027, un événement majeur dont Kinshasa et Brazzaville ont été désignés villes hôtes. Cette dynamique illustre la volonté commune des 2 capitales de consolider leur coopération à travers des initiatives culturelles, institutionnelles et des développements d'intérêts partagés. La localité Batakiroa au territoire de Walikale, nous sommes là dans la province du Nord Kivu, s'est vide de ses habitants depuis ce lundi 13 juillet 2026. Une nouvelle vague de déplacements qui est provoquée par la crainte d'une reprise des affrontements entre 2 factions rivales du groupe armé Uhuru RDC. Face à cette menace, de nombreux habitants quittent précipitamment leur village. Certains se sont réfugiés dans la forêt pour échapper à d'éventuels combats, tandis que d'autres ont pris la direction des Walikale Centre où ils espèrent trouver davantage de sécurité. Le secrétaire administratif du groupement Bafuna Clément Taïro confirme cette psychose qui règne au sein de la population. Il appelle les autorités à intervenir sans délai. Il est plus que temps de parler du déploiement urgent des FARDC afin de rétablir l'ordre, sécuriser la population civile et empêcher une nouvelle escalade de la violence. Par ailleurs, cette nouvelle crise survient seulement quelques jours après les retours progressifs des habitants dans leur village. La semaine dernière, les populations de la localité Batakiroa avaient regagné leurs habitations après avoir passé plus de 2 semaines en déplacement à la suite des violents affrontements ayant opposé les factions des Kachira Désiré, Machite et Chimira. Les nouvelles exodes témoignent la fragilité de la situation sécuritaire dans cette partie du territoire des Walikale, d'où le renforcement de la situation sécuritaire est vivement souhaité par la population de cette partie de la République démocratique du Congo.
Les dossiers de créance du Daring Club Motema Pembe franchit une étape importante. À l'issue d'une réunion réunissant le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo, le ministre provincial des Sports de Kinshasa Bob Amiso, le dirigeant du club ainsi que les autorités sportives, un accord de principe a été trouvé en vue du règlement des dettes du club. Selon les informations, les ressources financières destinées à cette opération seraient déjà disponibles, ouvrant ainsi la voie au lancement du processus de paiement des différentes créances. Cette avancée est perçue comme un pas significatif vers l'assainissement de la situation administrative et financière du Daring Club Motema Pembe. Depuis plusieurs mois, la question des créances constitue l'un des principaux défis auxquels fait face le club vert et blanc. Ces dossiers, suivis de près par les supporters et les acteurs du football congolais, a souvent été cité parmi les obstacles à la stabilité de l'institution. Bon, d'abord, c'est un sentiment de joie parce que vous savez, le Daring a traversé une des années les plus sombres de son histoire en étant jusqu'à être relégué en deuxième division à cause d'une mégestion de dettes qui ont beaucoup traîné. Et je pense que le ministre qui nous avait reçus la première fois avait promis de trouver les solutions pour sauver le Daring et chose promise, chose due. Aujourd'hui, il nous a appelés pour nous informer que le montant en question a été décaissé par le gouvernement et mis à la disposition du club. Donc il faut relever cet aspect-là. D'abord, un grand remerciement au ministre pour tous les efforts, un grand remerciement aussi au gouvernement de la République qui a pu sauver le Daring. Parce que jusqu'à ce jour, aucune dette n'avait été payée. Les entraîneurs sont là, ils peuvent témoigner. C'est avec cet argent-là que le Daring va apurer toutes ses dettes. Donc un grand merci au ministre, un grand merci au gouvernement d'avoir pu sauver le Daring. À travers cet accord, les autorités publiques, en concertation avec les responsables du Daring Club Motema Pembe, affichent leur volonté de parvenir à une solution durable. Les prochaines étapes devraient être consacrées à la mise en œuvre effective des engagements pris afin de permettre au club de tourner définitivement cette page et de se concentrer pleinement sur ses ambitions sportives. La cérémonie des 10 ans de l'église Pierre Angulaire de Molard s'est poursuivie avec une grande campagne d'évangélisation marquée par des moments de louange, d'adoration et d'enseignement de la parole des dieux. Venus de différents horizons, les fidèles ont répondu nombreux à cette rencontre spirituelle placée sous les signes de la foi et du renouveau. Au rythme des prestations de plusieurs chorales et orchestres, notamment les exilés des Sillons, l'Assemblée a vécu des instants de profonde communion. Chants de louanges, d'adoration et expressions de joie ont rythmé cette campagne dans une atmosphère de ferveur saluée par les participants. Dans son message, le prophète Roni, assisté du pasteur Michael, venu aussi de la Pologne, a exhorté les fidèles à emprunter les chemins des dieux, rappelant que le Seigneur est miséricordieux et accueille tous ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère. Un appel à la foi, à la repentance et à une vie conforme aux enseignements de l'Évangile. But this is where the gospel comes in. Metala, oyo sango malamu elobi. L'évangile est la bonne nouvelle. Et des hommes batinda ki mona na ye, Yesu Christo te azo esika na biso na nzela ya kufa na ye. Na évangile ya Jean chapitre 3 verset 16. Zambe alingaki mokili. Pesa ki mona na ye alikinda. Obe nyonso akondimela ye. Fabama ya seko.
wana ezali sango malamu mpo na yo ndeko biso nde esenge tozala ekusu wana tosengami kokufa mpo tozali bato na masumu kasi yesu ayaki mpe azwaki place na biso mpe biso esengami na biso kobongola mitema mpe koyamba ngolu na nzambe na pokwa lelo. That is the good news. wana nde sango malamu. À travers cette campagne d'évangélisation, l'église Pierre Angulaire de Molard du berger Flori Kabangenumbi a poursuivi les festivités de son 10e anniversaire avec pour ambition de renforcer la foi des croyants et de porter un message d'espérance au plus grand nombre.